Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Dracarnacea Namoka. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire immédiatement en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour recevoir la notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, que ce soit dans le cadre des entrevues avec une fiche ou une autre vidéo, peu importe. Je vous souhaite le bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien débuté cette année et bien nous recevons comme d'habitude, moi en l'occurrence. Bonjour. Bonjour Ilielana, mais vous faites ça comme une pro, dites-moi dire que vous avez fait ça toute votre vie, vous êtes à l'aise maintenant, hein. Je vais pouvoir partir en retraite et puis vous débrouiller toute seule finalement. Oh, tout de suite, non. Je rappelle que c'est vous qui me l'avez proposé. Je trouve ça amusant. Comment ça va alors? Vous allez bien? Eh bien oui, je vais bien, je vais très bien, merci. Je vais toujours bien, mademoiselle. Et on inverse complètement les rôles finalement. Et je dirais même que, en votre compagnie, on ne peut aller que bien, obligatoirement. Mais quel flatteur. Oh, quel flatteur vous faites. Mademoiselle, vous apprendrez que je suis un flatteur parfaitement honnête et sincère. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre après tout. Alors donc bonjour à tout le monde également, j'espère que tout le monde va bien. Nous nous retrouvons, comme d'habitude, pour cette dixième entrevue avec une fiche. Et vous-même, Ilielana, comment allez-vous? Bien? Eh bien, comme à l'accoutumée, je vais bien. Toujours bien. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, pour cette dixième entrevue, nous avons sélectionné un certain nombre de questions, un tout petit peu plus que d'habitude. Certaines devraient pouvoir prendre relativement peu de temps. Je sais que je suis toujours à la course du temps, hein. On va essayer de se tenir au format classique, au format annoncé au départ, à savoir 30 minutes à peu près, un maximum. J'aimerais bien qu'on passe quand même quelques questions assez rapidement, qu'on puisse traiter un maximum de ces questions qui nous arrivent quand même assez régulièrement et pour lesquelles je remercie ceux qui nous écoutent et qui ont donc la gentillesse de nous envoyer ces questions, faisant en sorte que on puisse les traiter un petit peu, enfin qu'on puisse avoir une chance d'en traiter le maximum, puisque ces entrevues ne dureront pas éternellement, dans la mesure où l'événement attendu maintenant par la planète entière, c'est vraiment le cas de le dire, n'est-ce pas? Ah, ça oui, c'est un fait. C'est attendu absolument par tout le monde. C'est une attente qui est quasiment unanime. C'est ce qui est assez extraordinaire. Et je dirais en termes d'égrégore, le moment est là, on le sent. Eh bien justement, ce serait dommage qu'on n'ait pas traité un maximum de questions qui sont importantes pour les gens et faire en sorte donc de leur apporter ce qu'ils attendent puisqu'on s'y est engagé. Donc on va faire notre maximum dans ce sens, on va arrêter de parler pour ne rien dire et on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Eh bien, allons-y. Je vous attends, je vous suis comme d'habitude. Je suis le mouvement et je vais essayer de faire vite. Promis. Alors commençons par une question de Atikara. Qui vous demande ceci: que deviendront les univers de fiction de le nouveau paradigme? Leurs vibrations seront-elles néfastes pour l'âge de diamant? Et je pose sa deuxième question parce qu'elle est directement liée. Un univers de fiction, de facto une réalité alternative, peut-il servir de support évolutif? Pour avoir un exemple concret, faire du jeu de rôle dans l'univers de Tolkien. Alors, pensant bien connaître le personnage qui pose cette question, je vois à peu près le contexte dans lequel il l'a posé. Nous sommes dans le cadre de jeux de rôle ou simplement ou aussi du jeu, comment on appelle ça? Le jeu vidéo? Vous pensez au jeu vidéo? Le jeu vidéo, oui, c'est ça. Parce que c'est pas forcément pareil. Bon, on va dire un peu les deux, les univers alternatifs dans lesquels, disons, les jeux de simulation dans des univers alternatifs. On va prendre ça comme contexte général. Ok, d'accord. Alors, que deviendront les univers de fiction? Alors,
figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question ou sont dans un état d'esprit qui serait susceptible de le leur faire poser s'ils étaient plus informés, disons, de la situation actuelle. Dans le principe même, transposé dans le cadre de la civilisation d'après, euh, ça ne posera pas vraiment de problème. C'est surtout, je dirais, dangereux maintenant, parce qu'il y a, enfin maintenant, peut-être moins maintenant que par le passé, évidemment. Mais si vous prenez, je ne sais pas, il y a 20 ans par exemple, c'était une voie royale pour se faire investir par des consciences nauséabondes qui passent par là. Il faut comprendre que la simulation, c'est l'art même du magicien. C'est-à-dire que on se met dans un état d'esprit propre à une réalité qui n'existe pas. Et on lui donne vie. Et dans cette réalité, même si elle est intérieure, on projette la pensée dans un univers, une bulle de réalité autour de soi, et l'être humain est suffisamment créateur pour donner vie à cet univers de simulation. L'ennemi en a beaucoup profité pour créer des cadres susceptibles de simulation par des gens qui étaient susceptibles de l'intégrer par le jeu et de lui donner véritablement vie. Donc c'était vraiment pas clair du tout cette histoire-là. Mais comme la Atikara pose la deuxième question en rapport, si un univers de fiction peut éventuellement servir de support évolutif. Alors oui, il y a absolument moyen, effectivement. Il y a tout un ensemble de registres, là je pense spécialement aux jeux vidéo, qui doivent absolument être bannis. Parce que les jeux de violence, les jeux où on simule cet état de violence, évidemment, ne créent pas dans la réalité objective, dans la réalité mentale, la matrice mentale dans laquelle les gens sont inscrits, leur réalité quotidienne, quoi. Ça ne crée pas de changement. Hein. Si vous allez dans la rue, vous prenez un revolver, vous tuez quelqu'un, ben ça change. Quoi. La personne est morte, vous avez une file sur le dos, enfin bref, là. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ne s'entretuent pas, la seule. Hein. Là, si on prend l'univers des jeux vidéo, je parle là, je suis ma pensée qui est jeu vidéo pour l'instant. Évidemment, il n'y a pas de conséquences visibles, il n'y a pas de conséquences physiques, personne n'est lésé dans son incarnation, etc. Mais celui qui a tué dans un jeu vidéo, dans son champ d'énergie mentale, puisque le subconscient ne fait jamais le distinguo entre, je dirais, le sérieux et la plaisanterie, entre le rêve et la réalité. Le subconscient, lui, il emmagasine ce que vous faites, ce que vous pensez, que ce soit vrai, faux. L'humour, il connaît pas, c'est encore pire que nous. Donc, à partir du moment où vous tuez quelqu'un, vous portez quelque part une trace de responsabilité, non pas d'avoir tué quelqu'un, mais d'avoir commis l'acte en rapport à un acte de violence visant à tuer quelqu'un, puisque vous savez très bien que vous allez le faire, puisque vous savez ce qu'il en est, ce n'est pas accidentel. Alors, on dit, c'est pas vrai, c'est que du jeu. Oui, c'est pas vrai dans cette réalité-là, et c'est que du jeu dans cette réalité-là. Mais dans la réalité de votre champ d'énergie personnelle, dans la réalité karmique, au centre de laquelle votre pensée se trouve, eh bien, si, là, en l'occurrence, quelque chose a changé, parce que vous avez autorisé votre pensée dans un sens létal, pas pour quelqu'un, mais simplement donner la mort. On s'en fiche de savoir à qui. Cette pensée a été acceptée. Et dans ce cas-là, vous ancrez en vous cette signature énergétique. Vous avez tué. Il faut pas mal de recul pour arriver à ne pas réagir à ces paroles en se disant bon, n'importe quoi. Je comprends, je comprends. Mais pourtant, c'est vraiment la réalité. Ça se voit. Quand quelqu'un dans un jeu vidéo tue froidement parce qu'il sait qu'il peut le faire, parce que de toute façon, ça porte pas à conséquence pour quiconque,
il ne sait pas que ça porte à conséquence pour lui. Parce que quand on tue quelqu'un, il y a celui qui meurt et celui qui reste avec cette trace en lui. La personne ne meurt, mais la trace, elle reste par contre, quand même. Vous voyez, donc, c'est quand même extrêmement incident. Alors, tous ces contextes-là, les jeux de guerre, les massacres, les violences, de zombies, toutes ces horreurs, ce n'est pas très, très évolutif. C'est pas, on peut pas dire que ça va nourrir le meilleur de l'humain, hein, quand même. Faut être lucide, même quelqu'un qui serait opposé à l'idée que ce que je dis puisse être vrai, il doit quand même admettre que ce n'est pas forcément la meilleure inspiration du monde pour qu'il puisse s'accomplir de manière harmonieuse dans l'existence. Bon. Donc bon voilà, le problème il est là. À partir du moment où on transpose dans ce contexte complètement évolutif et qu'on se met dans une situation de simulation du meilleur de soi-même dans quelque chose d'héroïque, parce que comme le disait un alchimiste, si je fouille un peu dans les mémoires, je retrouve cette citation d'un alchimiste disant que il y a des années, lorsqu'on incarnait un personnage dans ce contexte-là, c'était le gentil qui allait combattre le méchant, le démon, qui allait, voilà, le big boss, comme ils appelaient ça. Alors qu'aujourd'hui, les joueurs n'ont qu'un seul centre d'intérêt, c'est incarner le pire des démons et aller combattre la lumière. Ça s'est complètement inversé et ce n'est absolument pas anodin. Je dirais même que c'est extrêmement incident. Donc ça, c'est à corriger. Mais à partir du moment où la réorientation se fera, et sans être dans la confrontation obligatoirement bien mal, parce qu'on peut vivre bien d'autres choses que ça, eh bien oui, ça peut être extrêmement, extrêmement intéressant. Ça peut être particulièrement porteur. Celui qui simule la réalité crée la réalité qu'il simule. Puisque c'est comme ça que fait le praticien des arts occultes, le magicien. Il pousse la réalisation des situations qui n'existent pas, afin qu'elles finissent par exister. L'acte magique est lui le magicien qui sait comment faire pour créer une réalité toute pièce à partir des éléments déjà préexistants. Eh bien, là, c'est exactement pareil. On n'a pas pour objectif de créer une autre réalité, mais cette réalité se crée en soi, encore une fois, de la même manière. Et il y a moyen d'aller très loin, de manière positive, dans ce contexte-là. Ça, dites-moi, c'est extrêmement intéressant, c'est assez fascinant comme principe. C'est quelque chose si, je pense que si les joueurs savaient à quel point à quel point ils donnent vie à leur univers. Moi, je vous coupe. Oui, c'est ça. À quel point ils sont, ce qu'ils simulent est vivant dans une strate de la réalité. Finalement, quand ils sont mal positionnés, il ferait peut-être encore pire. Il vaut mieux qu'ils ne le sachent pas. Enfin bon, en tout cas, c'est une question qui n'est pas inintéressante du tout et qui a connu une réponse magistrale de votre part, comme d'habitude. Merci pour ça. C'est votre jour des flatteurs aujourd'hui. Eh ben oui, peut-être. J'ai le droit, après tout. Mais c'est vrai. Non, c'est tout à fait vrai. Je suis absolument sincère, en plus. Allez, on va dire que c'est le thème du jour. Allez, on passe à une question suivante. Alors, question anonyme. Vous parlez avec la langue psychique des hommes. Pourquoi pas avec votre feu, votre langue à vous? Waouh. Ah oui, ça c'est une question. Hein. Je dirais même plus. C'est une bonne question. Bon, oui, c'est vrai que nous avons une langue qui nous est propre. Donc, on peut appeler ça une langue, c'est un mode de communication. Lorsque nous sommes chez nous, sur les plans subtils, évidemment, les choses sont très différentes. Ce monde-là, mais il y a des règles qui sont parfois un peu similaires, mais parfois complètement différentes. Et il n'y a pas de langage articulé chez nous. C'est tout le monde comprend tout le monde, et puis ça se fait, c'est immédiat. Donc, eh bien, on ne parle pas ici notre propre langue parce que personne ne le comprendrait. Si on a été obligé d'apprendre des langues, moi je sais, j'en parle 17,
mais j'étais obligée de les apprendre. Alors, outre le fait, j'avais déjà expliqué ça, hein, que lorsqu'on fait face à quelqu'un, on a accès à son registre linguistique et on peut manipuler ça de façon à se faire parfaitement comprendre et comprendre parfaitement celui qui nous fait face. On a aussi besoin par nous-mêmes de rentrer plus profondément dans un langage pour pouvoir y avoir accès lorsque personne ne nous fait face, justement, hein. Si je prends un journal chinois, j'ai quand même intérêt à parler chinois si je veux lire ce qui est dans le journal. Ce serait un peu bête de demander au voisin, en parlant parfaitement sa langue, ce qui est écrit sur le journal. Ça fait un peu analphabète quand même. Donc, euh, nous avons dû nous adapter à votre langage articulé et bon, ça se passe bien, mais parler le nôtre face à vous, ce serait complètement incompréhensible. De toute façon, c'est dans le registre de la pensée, puisque si on se réunit entre nous, par exemple, admettons, prenez une dizaine de diches dans un coin qui discutent, même ici, dans la matière, vous n'aurez jamais personne qui emploie, ou franchement rarement, ou alors vraiment pour une illustration particulière, de mots appartenant à un langage ou non, on utilise le nôtre. Donc on discute à bâton rompu, et puis en fait on se tait, on se regarde dans le blanc de l'œil, et personne ne comprend que nous sommes en train de discuter, et ça va très très vite. Donc non, on ne peut pas, on est bien obligé de faire avec les règles d'ici, tout simplement. Oui, ça tombe assez sous le sens, en effet, vu comme ça. Alors, deuxième question de la même personne. Votre vision fait état d'un mental identique à celui de l'espèce humaine. Pourquoi ne pas dévoiler comment vous réfléchissez? Alors, je vous avoue que je n'ai pas compris la question. Je ne vois pas vraiment... Oui, ouais, je ne vais pas dire que je suis comme vous, je sens Enfin, c'est vrai que c'est assez étrangement formulé. Permettez-moi, je prends votre papier, si ça vous dérange pas. Votre vision fait état d'un mental identique à celui de l'espèce humaine. Pourquoi ne pas dévoiler comment vous réfléchissez? Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que notre vision fait état d'une conscience mentale. Ça dépend ce qu'on entend par conscience mentale aussi, hein. Le français, là, pour le coup, est un peu pauvre parce que il y a mental, il y a le champ mental, il y a le plan mental, il y a la conscience mentale, il y a la pensée mentale, tout est mental, mais en fait, ça désigne des choses extrêmement différentes. Donc, à partir du moment où une conscience pense, mais n'importe quel type de conscience, ça peut être un égrégore, ça peut être une conscience florale, ça peut être une étoile, ça peut être... vous n'imaginez pas le nombre de types de conscience qui existent. Et chacune de ces consciences est capable de penser tout de même. Bon, à partir du moment où cette pensée est émise, le registre est mental, c'est-à-dire propre à la pensée. Il faudrait dire noétique. En fait, ce serait plus exact que mental. Donc, obligatoirement, il y a cette forme de dénominateur commun auquel appartient la conscience mentale propre à l'incarnation humaine, qui, elle, est de même type que le registre mental des autres consciences. Même un animal hein, qui est incarné, un chien, un chat, ça pense, ça vous envoie l'image immédiatement de ce qu'il veut exactement, il n'y a pas besoin de parler, l'image est extrêmement claire, et du coup, ça se rapproche un peu de notre langage à nous. Pour répondre à la question précédente. Donc, oui, il y a ce dénominateur commun de la pensée, en tout cas, ça c'est certain. De l'espèce humaine et de toutes les autres espèces, si je puis dire. Donc, pourquoi ne pas dévoiler comment vous réfléchissez? On réfléchit comme tout le monde. Hein. On s'appuie sur un registre qui nous est propre. L'être humain a son propre registre. Il est... bon, je ne vais pas me montrer insultante, mais enfin, il est quand même très limité parce que il repose intégralement sur des postulats cognitifs liés à une appréciation des probabilités
pour estimer ce qui est vrai ou faux par rapport à ce qu'il ignore. Quant à ce qu'il connaît véritablement ou dont il a le savoir, c'est-à-dire dont il a l'expérience, là ça se fonde sur le souvenir. Le souvenir qui lui-même est altéré par sa propre psychologie, par rapport à ses peurs, par rapport à ses espoirs, par rapport à ses attentes, par rapport à sa possibilité de compréhension, qui est beaucoup lié au, au registre propre de la personne qui a émis la pensée ou qui a émis la parole liée à sa pensée, que vous avez capté, dont vous avez pris l'enseignement, disons, hein, comme dans le cadre d'une conversation, hein, là je détaille fort un cadre d'échange qui permet d'apprendre, ne serait-ce que, je sais pas moi, en amphithéâtre, à l'université, on écoute ce que dit le prof dit quelque chose qui est lié à ce qu'il connaît, à ce qu'on lui a appris, à ce à quoi il a accordé foi, parce qu'il y croit. Le message peut être complètement faux, hein. Je prends un exemple, je vais revenir encore une fois dans le contexte médical, mais il est tellement riche d'exemples qu'on peut difficilement passer à côté. En université, en fac de médecine, quand un prof, donc en principe un médecin, hein, enseigne aux étudiants, et le programme est établi, bon ben il a son propre programme, mais là aussi dans le registre de ce qui doit être enseigné. Il croit dur comme fer à ce qu'il enseigne, puisqu'il est médecin lui-même, on le lui a enseigné, et tout le monde enseigne ce qu'on lui a enseigné, mais personne ne sait qu'à la base, les enseignements pour former les médecins, les enseignements de médecine, n'ont pas été écrits, conçus par des médecins, mais par les laboratoires pharmaceutiques. Alors, il y a des médecins engagés par les laboratoires pharmaceutiques pour créer des enseignements, les intégrer dans les facs de médecine, de manière à favoriser ensuite, une fois le diplôme obtenu, la vente de médicaments et orienter l'esprit dans le sens d'un pur matérialisme qui fait fi de toute autre chose que la globalement, hein, je fais un peu grossièrement parce qu'on n'a pas trop le temps, mais enfin, disons que globalement, c'est ça, hein, c'est apporter au médecin la certitude que rien d'autre ne peut soigner que le médicament. Voilà, et ça marche à merveille, hein. Les gens s'installent, ils ouvrent un cabinet, ils ont leur diplôme, ils se font visiter par les labos pharmaceutiques et hop, et ça commence. Donc, le monde est pétri de certitude absolue, et puis on considère que c'est vrai, et puis voilà. Il n'y a pas d'accès réel à ce qui est authentique. On n'a accès qu'à ce que l'on croit qui est authentique. Alors, quand c'est authentique, on a de la chance, mais c'est pas toujours le cas. Donc, nous, on réfléchit en se fondant sur la réalité des choses. Alors là, je vais prendre un peu de temps, je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est vraiment important d'aborder cette question-là. Oui, bien sûr, si vous avez quelque chose à dire qui peut apporter de l'eau au moulin, ben, évidemment, n'hésitez pas. Hein. Dans le pire des cas, éventuellement, on posera une question de moins, une de plus la prochaine fois, on s'arrange. Si quelque chose est intéressant, il faut donner la priorité à ça, bien sûr. Oui, hein, ça me semble important, effectivement. Bon, je vais prendre donc l'exemple dont je parlais. Nous sommes entrés dans une phase d'action au jour d'aujourd'hui. Alors évidemment, on enregistre pour le 11 janvier, mais on n'est pas le 11, hein, on n'est que le 4. Donc, on est entré dans une phase d'action très particulière, c'est-à-dire que nous avons estimé l'étendue des pouvoirs, je dirais de l'influence, quasiment comme des filaments mycéliens, des racines qui se divisent comme ça et pénètrent un peu tout en souterrain du pouvoir de l'ennemi. On s'est focalisé sur les aspects absolument essentiels et on a frappé extrêmement fort à ce niveau-là pour le pousser dans ses retranchements, le bloquer et le détruire. Ça, c'était l'aspect absolument essentiel. C'était la réalité telle que nous l'apercevions et qui était très influente au niveau de la civilisation humaine. Alors, on a fait des travaux énormes à ce niveau-là et bien, finalement, personne, en termes de conséquences visibles, personne n'en a rien su en surface. Les gens s'imaginent qu'il ne se passe absolument rien, alors qu'on a travaillé comme des folles pour essayer d'enrayer le cœur de la mécanique
oppressive du système, de manière à pouvoir en douceur élaguer au-dessus, en harmonie avec ce qu'on avait fait en dessous. Le travail en souterrain n'est même pas encore terminé, tellement l'emprise de l'ennemi est puissante et retorse. Mais là encore, les gens ne voient rien. Donc pour eux, il ne se passe rien. Eux réfléchissent en termes de ce qu'ils voient visuellement ou entendent, beaucoup aussi, la télé dit, alors c'est forcément obligatoirement vrai. Bon, moi maintenant, enfin disons qu'il y a quand même des inconditionnels de la chose, mais de fait, l'être humain fonde l'appréciation de sa réalité sur ce qu'il perçoit avec ses 5 sens. Son intuition, bon, il s'en fout complètement, de toute façon, il voit pas la différence entre l'intuition et la pensée, la plupart du temps. Je me souviens de quelqu'un qui disait qu'il avait toujours de longues méditations. En fait, il avait de longues réflexions avec lui-même. Il n'a jamais fait la différence entre la méditation et la réflexion. Bref. Mais voilà, c'est un cadre extrêmement étriqué. On parle souvent de petites boîtes d'allumettes qui représentent tout l'univers de la création. Pour l'esprit mental, c'est ça. Cette petite boîte, ça fait tout. Mais en dehors de cette boîte, ça n'existe pas. C'est rien, on voit pas. Voilà. Alors, nous, on réfléchit en fonction des données de la réalité, pas des données interprétées par une case mentale ou deux. Alors, évidemment, on est avantagé si celle d'entre nous s'incarnait de manière, ce qu'on appelle les matricielles, donc comme n'importe quel être humain, ça c'est fait. Hein. Ben, à ce stade-là, il faudrait combattre cette étroitesse d'esprit de manière à aller au-delà. C'est un vrai travail qu'il nous faudrait faire de l'intérieur. On pourrait, mais c'est vrai que ce serait plus difficile. Nous, on a la chance quand même d'avoir une vision parfaitement claire à tous les niveaux. Hein. On voit, là, on est dans une pièce, on voit ce qu'il y a dans la pièce, on voit ce qu'il y a à l'extérieur de la pièce, il y a une fenêtre. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais enfin. Mais on voit aussi les interstices qui nous permettraient éventuellement de sortir de cette pièce sans avoir besoin de passer par une porte. Cette pièce, vous la voyez, vous avez l'impression de la voir en 3 dimensions, en fait vous ne l'apercevez qu'en 2. Après c'est le jeu des modifications angulaires qui vous donne l'illusion de l'épaisseur, enfin de la notion de volume. Voilà, le volume, c'est ça. Et voilà, donc ça nous donne cette impression de volume, mais en fait, voilà. Alors nous, par contre, notre propre vision dans l'état dans lequel nous sommes là, eh bien nous voyons vraiment en 3 dimensions, mais en 4 aussi, et un peu en 5, tout simplement parce que nous percevons le jeu de ces dimensions. Vous le pourriez aussi, mais votre mental vous l'interdit. Parce que lui, c'est un écran plasma. Là aussi, on dirait, on voit en 2D. Hein. Si on passe un film sur une télé, on voit bien que la rue, elle s'enfonce dans cette direction-là. Puis il y a un tournant au fond à droite. Bon, vous avez la sensation de la distance que ça représente. Pour vous, à la limite, c'est du volume, vous n'y pensez même pas. Alors que non, l'écran il est plat, lui c'est 2 dimensions, hein, c'est pas 3. Alors c'est pareil quelque part. Le mental, pour l'instant, est un instrument qui ne permet pas d'appréhender dans l'incarnation des réalités qui sont un peu supérieures. Alors parce que tout simplement, le mental en tant qu'instrument, pour l'instant, c'est quelque chose d'ultra basique. Il a énormément d'options possibles. On peut lui greffer des plugins quasiment. On peut lui mettre des extensions un peu partout. On peut les travailler, on peut les créer soi-même. Hein, on les achète pas en leur commerce évidemment. C'est pas comme la robotique. Mais il peut être très augmenté ce mental. Et pour finir, on atteint ce qui est prévu d'ailleurs après le basculement, on atteint le stade supramental où la réalité même de la vibration de l'absolu est perceptible. Donc la compréhension est très augmentée aussi, le champ d'expérience aussi. Enfin, il y a tout c'est vraiment 20 000 versions plus loin. Là, pour l'instant, l'humanité utilise le mental dans sa version la plus basique et bas de gamme possible.
Bon, ça va changer, hein, mais alors dire comment on réfléchit, disons qu'on réfléchit comme vous, mais avec beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations disponibles, beaucoup plus de capacités qui vous sont naturelles aussi, mais qui sont bridées du fait du stade d'évolution de votre incarnation, encore une fois. Et ça, c'est ce qui est amené à changer. On parle toujours de, bon, l'évolution on l'a vu la dernière fois, l'évolution du système monétaire, l'évolution du système politique, l'évolution du système, bon, oui, c'est sûr qu'il y aura plein de choses de ce sens-là, et absolument considérables, parfois, différent de ce qu'on a aujourd'hui, vraiment aussi différent que le jour est différent de la nuit. Mais l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, c'est la conscience qui va prendre une dimension complètement différente, l'appréhension de la réalité qui va être complètement différente et qui va permettre des choses quasiment extravagantes et saines. Quand un joueur de jeux vidéo, par exemple, on revient à la question précédente, verse dans un univers complètement malsain, il voit pas, lui, il voit juste le côté fun. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop cool, quoi. Ouais, c'est trop cool, c'est sûr, mais à côté, ça détruit, ça ronge, ça vous pénètre, vous le sentez pas, vous en foutez de toute façon, parce que vous le sentez pas. Ça vous transforme, vous le sentez toujours pas. C'est vous, alors c'est normal. Enfin, c'est une limitation, c'est à pleurer parfois. La révolution qui est en marche, ce saut quantique de l'humanité collective, cet accès à une version nettement ultérieure, ce bond dans l'évolution collective de la conscience humaine, et non pas dans le système économique et social, aussi, mais c'est une énième conséquence, fera, elle, toute la différence, et donnera accès à tout le reste. Le commencement, c'est la pensée, c'est la conscience qu'on met dans la pensée, parce que des gens pensent toute l'année, mais ils se rendent même pas compte qu'ils pensent. La preuve, ils savent pas quand c'est leur propre pensée qui est émise, ou dans 90% des cas, quand c'est quelqu'un qui pense à leur place, qui transite par leur cerveau, ils disent, oh, ça traverse mon champ mental, mais c'est moi qui pense. Ben non, il se fait simplement le relais, c'est comme un relais GSM. C'est pas le relais qui émet, il relaie quelque chose. Enfin oui, c'est complexe quand même, mais je pense que c'est important de le dire quand même, parce que les gens sont tellement focalisés sur leur petite personne en se disant, ben moi c'est moi, puis moi je suis comme ça, alors c'est comme ça que c'est bien, et puis mais ça va pas plus loin, puis ce que je vois ça existe, ce que je vois pas ça existe pas. Bon, c'est très basique, hein, je jette la pierre à personne encore une fois, hein, mais c'est une vision qui est partagée, cette vision étriquée là, elle est partagée par énormément de gens forcément aujourd'hui, hein, donc voilà. Donc nous, on est moins étriqués, on a plus d'outils, et le but est de faire en sorte que vous vous rapprochiez de cette condition augmentée, naturellement augmentée, pas technologiquement augmentée, sinon ça va vous transformer en robot au lieu de vous faire évoluer, évidemment. Eh bien, ça, c'est la réponse. Je vous trouve passionné dans votre expression, Eliana. Oui, oui, mais effectivement, ouais, convenez que c'est un sujet tout de même passionnant, puis l'être humain est au cœur de ce sujet-là, hein. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, vous avez absolument raison. Je partage, sans aucun souci. Alors, nous sommes déjà arrivés quasiment au terme du temps qui nous est consacré, et on n'a fait que 2 questions sur 5, vous vous rendez compte. Bon, alors je vous propose un challenge. Je vous donne les questions, vous répondez de manière absolument exhaustive, mais ultra courte. On essaye, on fait un essai pour voir, d'accord? Oui, d'accord. Écoutez, je suis un peu gêné parce que c'est vrai que je vous ai promis de faire vite, mais on va essayer. Mais il y a des choses tellement importantes et en quelques mots, ça ne suffit pas pour transmettre non, enfin, on va faire poser les questions et je ferai de mon maximum. C'est vraiment promis. Promis, sûr. Ok, alors on y va. Alors, question de Chris, un top chrono. Hein. Je souhaiterais savoir comment nous reconnaîtrons les signes concrets lorsque le changement de paradigme, on en parlait justement, aura commencé. Ok. Ça, c'est un faux problème parce que le changement de paradigme a déjà commencé depuis un bon petit moment. Et les signes sont difficiles à reconnaître dans les phases préparatoires et les premiers, les premières semaines, les premiers mois, c'est pas simple parce que
c'est quelque chose qui doit être accompagné complètement, épousé, je dirais même, par l'incarnation et la conscience mentale. Donc la différence entre avant et après, elle est peu sensible. Sinon, comme on le dit souvent, le mental casse. Donc on est vraiment obligé d'y aller très en douceur pour que ça se fasse dans la souplesse. C'est pas la peine d'arriver avec un mental cassé, ça sert absolument à rien, ce serait parfaitement contre-productif. Donc, au départ, et pendant un moment, on ne sent et on ne voit rien, malheureusement, encore une fois. Mais par la suite, le premier signe, c'est on découvre, l'impression de redécouvrir l'univers. Oh, bah ça, alors je voyais pas ça comme ça. Oh, mais maintenant, je comprends tout, maintenant. Ah, mais maintenant, ça a du sens. Vous voyez, ce genre de réflexion. Ça, au bout d'un moment, ça finit par venir, mais pas tout de suite, malheureusement. Ok, très bien. Deuxième question de Chris. Est-ce que notre quotidien sera bouleversé? Bon, alors, je ne sais pas si finalement c'est lié au changement de paradigme ou si c'est dans le cadre plus général, mais d'une manière ou d'une autre, oui, obligatoirement, oui, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ça c'est absolument évident. Le quotidien sera totalement bouleversé parce que ce que nous appelons, nous, l'enfer du quotidien, cette répétition incessante où on sent qu'on est un esclave du système, on sent qu'on est un rouage et qu'on est obligé de tourner si on veut continuer à exister, tout ça, ce sera terminé. Le champ d'application de la liberté personnelle, pardon, et le champ exploratoire qui va en découler sera absolument énorme. Ce sera quelque part de la féerie au quotidien. Je pense pas que beaucoup de gens vivent de la féerie au quotidien. Donc rien que pour ça, le quotidien sera très différent, effectivement. Vous voyez, Lielana. Quoi? Eh bien, vous pouvez répondre très vite aux questions quand vous voulez. Oh, ça va, hein? Oh là là. C'était un compliment. Ouais, la journée des flatteries est finie, hein. Non, pas forcément du tout. Allez, une autre question anonyme, c'est l'avant-dernière. Influence actuelle des champs artificiels électromagnétiques, radioniques ou autres. Quelles sont les corrections prévues? Oh là là, c'est une question à laquelle on peut répondre rapidement, ça? Oui, il y a moyen. Ah, mais je suis contente de vous l'entendre dire. Alors, oui, finalement, c'est pas faux. Vous avez raison, oui, si. Alors, quelles sont les corrections prévues? Ben oui, je voulais en venir. Alors, disons que les corrections prévues sont déjà mises en place. Il existe un certain type de conscience particulière, encore une fois, conscience, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous connaissez de la réalité. Ce sont quasiment des consciences pures dotées de facultés intrinsèques de modification de la réalité dans un certain champ. Un champ transmutatoire, mais de la transmutation, disons de l'énergie de transmutation consciente, si vous pouvez imaginer un peu. Et ces consciences savent à quel type d'énergie elles doivent s'attaquer. Et ces énergies sont des fréquences. Eux, ils les voient comme des oscillations dans l'espace et dans le temps. Et ces consciences ont la capacité de pouvoir faire varier l'un ou l'autre ou les deux en fonction des nécessités. Donc, les oscillations deviennent plus larges ou plus serrées. Elles ont cette faculté de faire varier la fréquence du champ vibratoire en rapport et de le rendre inopérant ou de casser sa nocivité, tout simplement. Prenez par exemple un champ vibratoire radioactif, admettons. On a une barre d'uranium quelque part, ça rayonne de l'uranium partout, c'est la personne qui s'en approche est assurée de mourir dans les 7-8 jours si elle s'approche de ce truc-là. Eh bien, ces consciences vont aller entourer ce système-là et faire varier la fréquence vibratoire émise par ce système et va étirer cette fréquence pour en faire quelque chose qui ne sera plus radioactif au sens énergétique du terme. C'est-à-dire que la fréquence des ondes gamma va être étendue, il va devenir autre chose que les ondes gamma. Donc voilà.
Alors, je précise, ça a l'air fantasque ce que je dis là. Je regrette pour la réponse courte, hein, mais bon, c'est vous qui me l'avez mise, hein. On peut pas faire si vite, si vite, si vite, mais si les gens comprendront pas, ça sert à rien. Oh, mais je n'ai rien dit, je vous laisse faire, hein. Allez-y, allez-y, continuez. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous les avons fait agir. Bon, ça, c'était pas nous vraiment, mais enfin, disons qu'on a participé à l'observation du phénomène. Des archéalchimistes ont testé les capacités d'action de ces consciences sur des champs, des champs de pollution. De pollution vibratoire, il y avait une ligne de tension dessus, enfin là c'était effectivement radionique, des systèmes électroniques, des téléphones qui émettaient des ondes, enfin disons que vibratoirement l'environnement était assez sale, et on a ancré ces consciences dans des galets qui leur servent de phare quelque part. Ça leur donne un repère dans l'espace, hein. Ils en ont mis un petit peu partout dans la pièce concernée. Ils ont attendu 2 heures et ils sont retournés. Et en fait, pendant tout ce temps-là, le champ vibratoire était analysé par une espèce de machine qui, je me souviens de son prix parce qu'on me l'avait signalé. C'était 50 000 euros. C'était un matériel de l'armée française en l'occurrence. En tout cas breveté militaire, et avec un PC qui recrée les champs d'énergie par un système de couleurs. Ça c'était quadrillé, c'est très très bien fait, très professionnel. Et en fait, en 2 heures de temps, tout était nettoyé. C'était d'un environnement dégoûtant vibratoirement, on est passé à un environnement complètement clean. Ensuite, on a retiré les galets et on a refait l'expérience à l'envers et hop, l'instrument a recalculé une repollution, forcément, parce qu'elle est perpétuellement entretenue, cette pollution. Donc ensuite, bon, dans l'appartement en question, parce que c'était une villa, hein, si je puis dire, enfin c'est vraiment chez les vrais gens, on a remis les galets pour qu'ils puissent être dans un environnement sain. Mais c'est pour dire, c'est quelque chose qui était scientifiquement mesuré. C'est une efficacité absolument prouvée. Donc on n'est pas dans l'hypothèse, la croyance, ou la... Non, c'est vraiment super concret cette histoire-là. Donc les champs artificiels, ils sont jugulés déjà. C'est mieux s'il n'y en avait pas, on est bien d'accord. Mais disons que les corrections envisagées sont déjà appliquées. Et avec un grand succès. D'ailleurs, il y a des zones polluées. Je reprends juste à titre d'exemple Tchernobyl. Ils sont bien embêtés quand même, hein, parce que la flore a repris, les animaux ont prospéré dans ce coin-là, et on vous apporte un détecteur GG, il n'y a rien. Alors on vous dit oui, ce coin-là, il est un peu particulier. Si vous allez dans un autre, oh là, c'est l'enfer. Pas du tout, absolument pas. Donc absolument pas. Tchernobyl est parfaitement clean. Ça ne devrait pas, je suis parfaitement d'accord. Mais on a vraiment exercé le talent de ces consciences-là sur cet aspect-là pour obliger l'humain à être mis face à la réalité de la transformation des choses. Alors on en parle très peu, il y a 2-3 vidéos qui ont été faites sur le sujet, ceux qui les ont vus les ont pas cru, plus ou moins, enfin bref, voilà. Bon, un peu comme d'habitude, hein, quand on n'a pas envie, quand ça sort du cadre de ce dont on a l'habitude d'avoir connaissance, eh bien on pense à autre chose et puis c'est tout. Bon, très bien. La dernière question, elle est un petit peu longue à citer, mais elle devrait être répondue extrêmement simplement. Alors, il y en a d'autres du même style, hein, qui concernent le même objet. Bon, j'en prends une emblématiquement pour toutes les autres. Je ne pense pas que vous puissiez le dire pour l'instant, mais à tout hasard, j'aimerais savoir qui vous conseille, pardon. Comme vous avez dit que quelqu'un vous conseille et que vos actions sont mieux ciblées et plus en profondeur, j'ai ma petite idée. Je suis curieux de vérifier si mon idée est la bonne, mais je ne m'attends pas vraiment à ce que vous puissiez le dire sur une vidéo publique. Alors, vous voyez de quoi il s'agit? Oui, bien évidemment. Oui, c'est au commencement de l'opération, on a été arrêtés, ils sont venus, ils nous ont dit ne partez pas sans nous, et puis voilà. Voilà, c'est ça exactement. Alors? Eh bien, comme il a été dit dans je crois c'est la première vidéo, la tempête vient, il me semble. On avait précisé qu'on ne pouvait pas en parler. Effectivement, on ne peut pas. On pourra quand l'ennemi sera vraiment plus là, mais c'est un peuple qui a tellement souffert de l'ennemi, l'être humain à côté c'est rien, c'est du pipeau.
sans vouloir minimiser ce qui est vécu, hein, mais comparativement, que on préfère tous qu'ils œuvrent contre l'ennemi, parce qu'ils ont les armes contre lui maintenant, d'ailleurs ce sont les seuls et uniques à pouvoir l'avoir. Je préfère qu'ils œuvrent tranquillement contre lui en sapant toutes ses fondations, plutôt que de risquer de mettre la puce à l'oreille à l'ennemi, qu'il soit en capacité éventuellement de contrer ça. Voilà, c'est ça. Donc non, on ne peut pas. Vous saurez après, mais pas pour l'instant, désolé. Merci beaucoup Iliana pour toutes ces réponses. Comme d'habitude, vous avez été fantastique. On conclut sur la flatterie. Ah oui, ben voilà. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. À tout bientôt alors. À tout bientôt en effet. Donc à jeudi, je vous donne rendez-vous et je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent. Et je vous remercie tous pour votre bienveillante attention envers la Prakarna Salamuka et ces vidéos podcasts que nous réalisons peut-être de manière pas très professionnelle, un petit peu, mais avec le cœur, avec l'esprit, avec le meilleur de chacun de nous. Allez, bon début de semaine et à tout bientôt. N'oubliez pas, envoyez vos questions. Si vous en avez, bien sûr, à partir du formulaire qui se trouve à l'adresse, comme d'habitude, amgt.link/question-Haute-Viche. Bon, allez, bye bye, portez-vous bien et à tout bientôt.